70% de spécialistes, 30% de généralistes. Puis ça, c'est impossible d'avoir un bon système de santé avec juste des spécialistes. C'est pas que c'est pas important, les spécialistes, mais imaginez une équipe de hockey. Si vous aviez juste des gardiens de but, vous avez une personne en avance à la glace, puis tous les autres sont gardiens de but. C'est ça. Pour marquer des points, ça va être un petit peu difficile. Chacun se rentre sur la glace puis dit « Ben moi, c'est ça la position que je vais occuper ». Les étudiants en médecine passent beaucoup d'entrevues avant de rentrer en médecine. Qu'est-ce qu'ils veulent faire quand ils rentrent en médecine? Ben, ils veulent tous soigner les petits-enfants, les familles, aider la population. Ils sortent de là 7 ans plus tard, puis ils veulent tous être neurochirurgiens. Mais quelque part entre les deux, il y a la formation en médecine qui ne marche pas. À un moment donné, c'est un choix de société, il faut dire, nous, comme société, on a besoin de médecins qui font tel métier. Si on paye les gens d'une façon qui est ridicule, il faut s'attendre à avoir des résultats ridicules. Imaginez que vous faisiez venir un électricien chez vous, puis vous lui dites, ben, écoutez, moi, j'ai besoin d'électricité posée dans ma maison, puis chaque fois que tu poses une switch, là, je te paye 100$. Puis lâchez le lousse. Puis regardez combien vous allez avoir de switch chez vous. Okay? Ben, c'est ça qu'on fait dans la santé. Le médecin est payé chaque fois qu'il fait un acte médical. Ça marche pas, le paiement à l'acte. Et il n'y a pas un pays où le système de santé est performant qui paye ses médecins à l'acte. Bien payer ses médecins, c'est payer ses médecins avec un forfait compliqué un petit peu. Tu as une bonne part de salaire, tu as une petite part de paiement à l'acte pour motiver les gens, puis tu as une petite part de paiement à la performance. C'est si les enfants dont tu es responsable sont vaccinés, ben, tu as une prime. Si les femmes que tu suis ont eu leur mammographie, tu as une prime, etc. C'est comme ça qu'il faut payer les médecins. Ici, on a relativement peu de médecins. Fait qu'on ne peut pas non plus les utiliser à faire n'importe quoi. Ces gens-là sont des spécialistes qui ont une formation extrêmement pointue. On ne va pas leur faire passer la mop, là. Ça veut dire qu'on va avoir besoin de déléguer un certain nombre de tâches. C'est pas vrai que quand vous arrivez avec votre enfant qui a une otite, il a besoin d'avoir fait 7 ans de médecine pour lui regarder dans l'oreille puis lui prescrire un antibiotique. Une infirmière est largement capable de faire ça. Elle fera pas une moins bonne pratique. Renouveler une ordonnance, t'as pas besoin d'être médecin pour ça. Le pharmacien va être capable de le faire. Un accouchement normal, t'as pas besoin d'être un obstétricien pour ça. Une sage-femme va être capable de le faire. Bon, il va falloir utiliser les compétences de chacun de la bonne manière. Informatiser le dossier patient. On continue d'être dans des projets pilotes plus ou moins attachés. Chaque hôpital magasine son système. Ça marche pas. Pour l'instant, là, les hôpitaux, ils se trustent pas entre eux autres. Donc, si vous arrivez, vous changez d'hôpital, vous avez beau avoir votre dossier sous le bras, ils vont refaire les tests. Chaque fois que vous allez rentrer dans un hôpital, ils vont checker votre groupe sanguin. Pourtant, au cours de sa vie, là, c'est très rare qu'on change de groupe sanguin. On fait plein de tests inutiles. Même à l'intérieur d'un hôpital, c'est souvent tellement compliqué pour le médecin d'arriver à faire ressortir des archives votre dossier, il va juste se recommander les tests. Imaginez à travers le réseau. Un autre effet secondaire positif, on serait capable d'avoir un suivi des patients dans le réseau. Qu'est-ce qui coûte tant? C'est quoi le résultat? En termes de population, là, si on regarde tous les gens qui ont tel problème cardiaque, tous ceux qui ont eu tel traitement, combien de temps ils ont vécu, combien ça a coûté, on est capable de comparer les options, puis on est capable de faire des choix en disant, bien, pour le traitement de tel problème cardiaque, ça serait telle avenue qui semble effectivement mieux marcher puis être moins cher. Pour l'instant, ces données-là, personne ne les a. On est dans le noir total. Finalement, dernière chose, il faut que les décisions soient prises au bon endroit dans le système. Ça veut dire qu'il y a des affaires que ça doit être centralisé. Prenez les listes d'attente. Si vous avez un cancer actuellement, vous allez être inscrit sur la liste du docteur Chose. Ça, c'est extrêmement sophistiqué. Ça veut dire probablement un petit carnet en papier dans lequel le docteur Chose écrit le nom de ses patients. Ça veut dire que peut-être le docteur Chose a 6 mois d'attente pour vous opérer. Puis son voisin, dans le même hôpital, a peut-être 2 mois d'attente. Puis un autre docteur, dans un hôpital d'à côté, il y a peut-être 2 semaines d'attente. Et vous le saurez jamais. Vous allez peut-être attendre 6 mois. Vous allez peut-être attendre 2 semaines. Il n'y a aucune espèce de forme de coordination, de gestion correcte des listes d'attente. C'est une catastrophe en termes de résultats de santé, c'est une catastrophe pour les gens. C'est des choses qui doivent obligatoirement être centralisées. Quelqu'un, quelque part dans le système, doit avoir accès à la liste d'attente pour tout le Québec. Puis on peut la subdiviser par région. Peut-être que ça ne vous tente pas d'aller vous faire traiter à Québec si vous habitez Montréal ou inversement. Quelqu'un gère les choses de façon rationnelle. Donc, il n'y a pas plusieurs avenues devant nous. Essentiellement, on a le choix de continuer sur notre voie où on ne fait pas grand-chose et on s'en va dans le mur, ou de réformer le système. Alors, c'est peut-être politiquement impossible.
En même temps, c'est socialement impossible de faire l'inverse. Au bout d'un moment, les gens vont se tanner. Les gens vont se dire « Laissez-moi m'acheter des soins, je veux me payer mon propre médecin. » Et la pression pour la privatisation va être totalement impossible à arrêter. Chacun va se payer des petites affaires de sa poche, les coûts globaux vont augmenter, les résultats en termes de santé de la population vont diminuer, on sera juste extrêmement mauvais. Encore quelques décennies dans la même direction et nous allons être aussi mauvais que les États-Unis. Il faut absolument se débarrasser du mythe que le système privé, c'est la solution à tous nos problèmes. Au contraire, le système privé va coûter plus cher. C'est prouvé aux États-Unis. Ça aurait un effet désastreux sur le monde économique également. C'est plein d'exemples. On n'a qu'à regarder les grandes multinationales. C'est un coût d'à peu près 6-7 $ de l'heure de plus, chaque heure travaillée, chaque employé. Par exemple, une compagnie comme Alcoa aux États-Unis versus Alcoa au Québec. Et là, on vivrait énormément de fermetures d'usines. On n'a qu'à regarder nos voisins du Sud aux États-Unis. La dernière campagne électorale, le nouveau président élu Obama a fait une partie de sa campagne sur la santé. C'est désastreux de voir une population comme les Américains, qui a 65 millions de personnes qui n'ont aucun recours, aucune protection au niveau de leur santé. Il faut ensemble faire voir au gouvernement qu'on tient à notre système de santé public, universel et gratuit comme la prunelle de nos yeux. En réorganisant les services, en impliquant les vrais experts qui sont souvent les médecins, les infirmières, les gens du terrain, on peut améliorer les choses si on a la volonté de le faire. Ça doit se faire étape par étape, ça doit se faire hôpital par hôpital, point par point, parce que c'est complexe, mais on peut le faire si on investissait un peu et surtout on réorganisait beaucoup.